Je pense qu'on va commencer. Bonjour à tous. Désolé pour le retard on a pris quelques minutes pour vérifier les aspects un peu techniques. Avant de se lancer, on va chacun se présenter. Donc moi, je m'appelle Maëlle Lhomme. Je travaille pour Médecins sans frontières, la section suisse. Actuellement, depuis presque 3 ans, je suis basée à Genève. Je travaille pour une petite unité de réflexion critique sur l'action humanitaire en général et sur l'action de MSF en particulier. Et avant ça, j'étais sur le terrain pendant 7 ans, dans différents contextes, essentiellement en Asie, en Afrique centrale et Afrique de l'Est. Marie-Noëlle Reboulet, je suis aujourd'hui en fait, je représente ici Coordination Sud, le collectif des ONG de solidarité internationale française. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Je suis aussi présidente d'un de ses membres, qui est le GRS, et du groupe Initiative, qui est un collectif qui regroupe des ONG de développement, qui est un des éléments de Coordination Sud. Et donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Virgile Leprince. Je travaille pour l'ONG LIFE et je suis coordinateur pays, c'est-à-dire que je coordonne les projets qui sont menés, notamment en ce qui me concerne en Inde et au Bangladesh. Ok. Donc moi, je vais commencer par vous faire une petite introduction sur la notion de localisation. Et après, on rentrera chacun dans les modalités un peu plus concrètes de comment est-ce que nos organisations respectives conçoivent et mettent en place la localisation sur le terrain. Mais avant tout, il y a plusieurs remarques préalables pour cadrer un peu les termes de ce débat. D'abord, il n'y a pas de définition unique à la fois précise et consensuelle de ce qu'est la localisation de l'aide. En gros, le terme désigne l'intention de replacer les acteurs locaux au centre du système de l'aide, à la fois en leur donnant davantage accès à des financements et en leur donnant aussi davantage accès au processus de prise de décision. Ce qui implique donc en creux, vous l'aurez compris, que les ONG internationales comme MSF leur fassent un peu plus de place. Ensuite, quand on parle de localisation, c'est aussi souvent pour faire référence à l'engagement qui a été pris par les États bailleurs en 2016 au sommet mondial de l'humanitaire à Istanbul de financer davantage les acteurs locaux avec un objectif qui a été chiffré pour la première fois à 25% de financement direct, sachant qu'à l'époque, on était à 2%. Je vais tout de suite tuer le suspense de la discussion de tout à l'heure pour vous dire qu'aujourd'hui, on est bien loin de l'objectif puisqu'en 2022, on était à 4%. À Istanbul, c'est la première fois que les bailleurs en fait, s'engagent sur un objectif chiffré, mais la discussion autour de comment aider les acteurs locaux à s'approprier l'aide internationale, elle a commencé bien avant. En tout cas, elle a pris de l'ampleur tout au long des années 2000 avec différentes initiatives portées par différents acteurs. Et l'idée, c'était de promouvoir l'appropriation locale de l'aide et aussi, il y avait tout un débat sur comment mettre en place des partenariats plus équitables entre les différentes parties prenantes, donc entre les acteurs internationaux que sont les grandes ONG internationales et les acteurs locaux. Heureusement, je vous rassure aussi là-dessus, les acteurs de terrain n'ont pas attendu les années 2000 pour travailler en collaboration avec les communautés locales ou pour faire du transfert de compétences. C'est quelque chose qui a toujours existé, alors à des échelles diverses, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que depuis une dizaine d'années, on voit une montée en puissance des revendications des pays ou des acteurs de ce qu'on appelle le Sud global, pour en fait dénoncer le déséquilibre qui existe entre les parties prenantes, c'est-à-dire le fait que les personnes qui sont les plus directement affectées par les crises ou par les conflits sont en réalité le plus souvent au mieux associées à la mise en œuvre des programmes d'aide, mais assez rarement, ou en tout cas trop rarement, au processus de prise de décision. Donc, la revendication de localiser l'aide, vous l'aurez compris, elle est motivée par un double sentiment d'injustice qui est lié d'une part au manque de reconnaissance dont bénéficient les acteurs locaux, qui travaillent déjà en première ligne et qui aussi sont d'ailleurs non seulement les plus réactifs, mais souvent aussi les plus exposés aux risques. Et un sentiment d'injustice lié d'autre part au fait que la capacité des acteurs locaux est non seulement pas reconnue, mais elle est en plus mise à mal par l'arrivée et la prolifération des grands acteurs internationaux qui prennent toute la place et qui ne se contentent pas seulement d'attirer, d'obtenir tous les financements, mais qui aussi, d'une certaine manière, écartent de fait les acteurs locaux de la réponse.
Si on prend l'exemple de l'Ukraine, dont on a beaucoup parlé et qui est un peu devenu l'exemple ou le contre-exemple des opportunités manquées de la localisation, c'est un contexte où d'abord la réponse humanitaire est bien financée par rapport à d'autres. C'est un contexte aussi où, avant l'invasion russe, il existait déjà un réseau important d'acteurs, de volontaires, de réseaux confessionnels, enfin bref, d'organisations de la société civile assez diverses, qui donc étaient déjà actives sur le plan d'une réponse humanitaire, même avant l'invasion russe. Et c'est un contexte où on a vu pendant la guerre une montée en puissance de ces acteurs qui indiquaient qu'ils étaient capables non seulement de diversifier mais aussi de leurs activités, mais aussi d'intensifier leurs réponses pour répondre à des besoins évidemment bien plus grands. Pourquoi je précise tout ça? Parce que les contextes ne se ressemblent pas, mais en ce qui concerne l'Ukraine, on avait un contexte très favorable à ce que l'aide et la réponse soient bien davantage locales, et elles l'étaient, seulement les financements n'étaient pas là. L'OCHA, donc l'Organisation des Nations Unies qui coordonne l'aide humanitaire, a estimé que sur les 3,7 milliards de dollars qui ont été versés après le flash appeal, donc c'est l'appel au financement qui était censé couvrir la période de mars à décembre 2022, seuls 0,4% étaient allés directement à des organisations locales. Donc c'est que dalle, c'est 13,2 millions de dollars en gros, qui ont été répartis entre 12 organisations, soit ONG, soit organisations de la société civile. Il faut se méfier des chiffres et on pourra revenir peut-être là-dessus tout à l'heure. Je pense que faire du financement direct des acteurs locaux le seul étalon de la localisation de l'aide serait une erreur. Pour autant, donc ces chiffres, qui nous donnent une compréhension très partielle de la situation, ils illustrent quand même l'étendue du problème, ou en tout cas le décalage qui existe entre l'agenda de localisation qui est promu à tous les niveaux et qui est devenu presque un mantra dans le secteur, et les difficultés de sa mise en œuvre effective. Ces difficultés, elles sont très nombreuses et variées. Je pense que chacun d'entre nous pourra en donner des exemples tout à l'heure. Mais conceptuellement d'abord, il y a un problème qui me semble central, ou du moins une confusion, autour déjà de l'objectif que la localisation de l'aide est censée accomplir. Pour le dire autrement, il me semble que personne ne doute du bien fondé du programme, mais personne n'est vraiment d'accord sur ce qu'il faut mettre dedans. Pour certains, l'objectif de la localisation, c'est d'abord un enjeu d'efficacité, c'est-à-dire que c'est l'idée que, parce que les organisations locales connaissent mieux le territoire, elles connaissent mieux les besoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont plus réactives parce qu'elles sont déjà sur place. Elles ont aussi parfois accès à des zones auxquelles nous, les organisations internationales, on n'a pas accès, tout simplement, ou alors on ne veut pas y avoir accès parce qu'on n'est pas prêt à prendre autant de risques. Bref, la localisation, du coup, serait le moyen de faire de l'humanitaire plus efficace, sans intermédiaire, plus réactif et plus aligné avec les besoins des populations. Donc ça, c'est une première catégorie de personnes qui pensent que l'enjeu, c'est celui-ci, c'est un enjeu d'efficacité. Et puis ensuite, il y a ceux pour qui la localisation, c'est d'abord et avant tout un enjeu de partage du pouvoir de prise de décision. Prise de décision sur la manière dont l'aide est allouée, à qui, pourquoi faire, etc., avec quelle priorité. Et cette approche-là de la localisation, il me semble que c'est celle qui a gagné en importance depuis le sommet d'Istanbul, pour différentes raisons. D'abord, on n'est pas imperméable à ce qui se passe autour de nous dans les sociétés, donc à l'aune des mouvements que sont #MeToo, Black Lives Matter, etc. Donc il y a eu beaucoup de débats aussi sur il faut décoloniser ou désoccidentaliser l'aide humanitaire. Donc tous ces débats ont pénétré le secteur et ont contribué à renforcer l'idée que la localisation, c'était d'abord un enjeu de partage du pouvoir. C'est des choses, des idées comme ça que j'évoque, dont on pourra discuter tout à l'heure, mais en tout cas, pour conclure cette introduction, quoi qu'il en soit et quel que soit le point de vue duquel on se place, cette confusion en fait entre donc ceux qui conçoivent la localisation comme un moyen de renverser les rapports de pouvoir qui sous-tendent les logiques de l'aide, et à contrario ceux qui y voient en fait le moyen d'être plus pertinent et plus efficace, il me semble que de cette confusion naissent la plupart, ou en tout cas beaucoup des difficultés que l'on rencontre dans sa mise en œuvre. Alors, je vais poursuivre, ou plutôt compléter ce que vient de dire,
en vous présentant les résultats d'une étude réalisée sur ce sujet par l'ONG Lab de Coordination Sud. Donc Coordination Sud, je vous disais, c'est le collectif des ONG françaises de solidarité et internationale, urgence et développement. C'est aujourd'hui 182, je crois, organisations membres réparties dans 6 collectifs humanitaires, éducation à la citoyenneté, développement, etc. Et avec des actions à la fois de défense, de promotion du rôle des ONG, de renforcement, de professionnalisation, de formation des gouvernances ou des équipes des ONG, et puis aussi une mission de veille et d'analyse, et c'est ce que fait l'ONG Lab. Et donc, il y a une étude qui a été faite en 2019 sur la localisation de l'aide. Alors, je suis désolée parce que j'ai pensé hier soir que il aurait été bien que je vous apporte des exemplaires, mais voilà, je n'étais pas sur place. Donc, vous la retrouverez sur le site internet de Coordination Sud, localisation de l'aide, la version synthèse et la version complète. Donc, l'analyse est identique sur, évidemment, l'histoire et les questions qui sont posées. Cette étude fait un certain nombre d'interviews d'ONG et 2 enquêtes au Bangladesh et au Burkina Faso conduites par des organisations de ces 2 pays. Donc, dans ces différentes visions que tu as évoquées sur à la fois une vision plus politique de désoccidentalisation, décolonialisation, de casser, changer les rapports de pouvoir, ou d'une vision plus économique en termes de coût, efficacité. Si j'envoie l'argent directement là-bas, alors j'éviterai tous les coûts de transaction, comme on dit dans les services financiers. On a abouti à identifier en fait 3 entrées pour cette localisation de l'aide. Une entrée, vous voyez là, par les projets, une entrée acteur et une entrée par la demande. Au niveau des projets, donc, on est aussi là, pas forcément dans la réponse humanitaire, ça peut être, mais aussi dans des projets de développement, dans des actions de développement qui peuvent se conduire sur des temps longs, avec des projets bien définis, qui sont préparés sur long terme, s'insèrent dans des stratégies, à la fois des organisations du Nord, des organisations ou des politiques du Sud. Donc, le projet, ça pose la question de la finance, qui trouve l'argent, qui l'utilise, qui prend la décision, qui dit on va faire tel type de projet, qui va organiser les activités, qui va répartir les activités. Donc là, c'est toute la question des partenariats qui est posée. Et donc, ça rejoint la question des acteurs. Si on travaille avec des partenaires, avec des organisations locales, on parle toujours de renforcement des capacités, mais quel renforcement de capacités? Est-ce que c'est juste pour être capable de faire la petite activité qui est prévue dans le projet? Ou est-ce qu'on pense renforcement des capacités de l'organisation elle-même, de sa gouvernance, de sa capacité à trouver des fonds, à porter un plaidoyer, etc. La localisation de la visibilité, finalement, quand on parle d'un projet, on va se dire, c'est un projet qui est porté par qui? Est-ce que c'est porté par l'ONG Ahmed du Sud Mali, ou est-ce que c'est porté par le GRS? Donc, je prends dans mon cas, c'est vrai qu'on a plus souvent l'impression que on parle de notre projet parce qu'on a envie, et puis on a besoin de trouver les financements. Donc, la visibilité est liée au financement et pose problème. Et puis, la localisation par la demande, c'est-à-dire
comment les personnes directement concernées sont impliquées. Est-ce qu'on parle bien trop souvent de bénéficiaires? Elles sont en fin de course, elles sont concernées quand le projet il a été construit, financé, qu'on s'est organisé pour le mettre en œuvre, hein. Ou bien est-ce qu'elles ont été prises en compte plus tôt en amont, et dans quelle stratégie? Cette analyse donc, a été complétée par des études de terrain qui montrent, pour faire simple, hein, qu'il y a quand même beaucoup de facteurs de variation dans cette prise en compte de cette localisation, qui dépendent du contexte national, suivant la situation politique, suivant la situation des sociétés civiles. Il peut être prudent, par exemple, que les organisations locales soient moins en première ligne si il y a une certaine indépendance qu'ont les organisations internationales que n'ont pas les organisations locales. Dans certains cas, c'est important du point de vue de la sécurité. Sur les actions qui vont être menées du court terme, de l'urgence, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes préoccupations. Les thématiques, hein, nous, au GRS, on travaille sur l'énergie, et il y a des... Voilà, si on doit optimiser l'usage d'un mini-réseau électrique solaire pour y intégrer des entreprises avec des appels de puissance forts sur certains moments, c'est une question pointue. On peut apporter cette compétence-là et travailler avec une autre organisation qui sera complètement à même de mettre des panneaux solaires. Il n'y a pas besoin de faire venir... de prendre une ONG spécialisée pour mettre des panneaux solaires, c'est commun aujourd'hui, hein. Donc les niveaux d'expertise technique, les fonds qu'on doit mobiliser, et puis enfin le partenaire local, sa capacité à prendre les choses en main, sa capacité de gestion, de reporting, puisque quand vous savez les bailleurs de fonds publics ou vos experts comptables, le commissaire aux comptes, ont besoin que les comptes soient parfaitement tenus, enfin, ce qui semble logique, mais quelquefois qui pose problème. Si certains d'entre vous ont déjà vu des contrôles pour l'Union européenne, c'est quand même des choses assez lourdes, hein. Voilà. Donc, en conclusion, cette étude parle d'un certain nombre de pistes de réflexion à conduire dans le débat autour de l'aide, dans le modèle de l'ONG internationale. Est-ce qu'on doit toujours être celui qui a la maîtrise des finances, la maîtrise de la stratégie, la maîtrise de la visibilité, et puis aussi des instruments financiers des bailleurs sur leurs exigences en matière de financement, et donc sans doute aussi des besoins de flexibilité. Donc là, c'était très rapide, même peut-être un peu long, sur cette étude. Donc vraiment sur ce sujet, vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site. Je vous laisse la parole. Je vais plutôt prendre... Ah là, ça marche mieux. Donc merci pour ces propos introductifs. Je recommande également à tout le monde ici de lire cette étude au passage. Alors il m'a été proposé en amont de cette conférence d'orienter mon intervention plutôt sous la forme d'un cas pratique ou d'un exemple. Donc je vais sortir un petit peu du cadre global ou du cadre théorique et me focaliser plus sur la façon dont l'ONG que je représente aujourd'hui, LIFE, structure ses modes d'intervention, ou du moins tente de structurer ses modes d'intervention d'une façon qui soit favorable à la proposition de localisation. Donc voilà. Donc pour situer un peu le contexte, l'ONG LIFE, c'est une ONG qui est née en 2009, qui au début était une petite association de quartier et qui souhaitait justement lever des fonds pour pouvoir financer des programmes d'accès à l'eau potable
dans les pays d'origine des membres fondateurs de cette ONG. Et puis ça a grandi pour devenir aujourd'hui en 2023 une ONG qui regroupe une quarantaine de collaborateurs, qui intervient dans à peu près 25 pays différents, autour de 4 axes d'intervention, on va dire, principaux, que sont l'axe alimentaire, donc via de la distribution alimentaire ou via des programmes justement de développement de production agricole ou ce genre de choses, via un axe éducation et formation, donc du soutien, on va dire, à des programmes d'éducation ou du soutien à des programmes de formation professionnelle, via un axe environnement qui inclut donc ça peut être de la reforestation donc au niveau des écosystèmes naturels, mais incluant aussi on va dire la construction d'un environnement économique viable pour les personnes ici. Typiquement, si on veut reforester une zone de mangrove, on va se servir de ça aussi pour développer des activités génératrices de revenus avec les personnes. Et puis, un de nos plus gros axes d'intervention, c'est le WASH, donc eau, hygiène et assainissement, via des programmes qui permettent l'accès à l'eau potable des populations, des programmes qui permettent l'accès à des sanitaires, des programmes plus portés sur l'accès à l'hygiène ou ce genre de choses. Avant de passer au... Ah pardon, je vais peut-être quand même préciser que la particularité de Life et la raison pour laquelle je suis là, c'est qu'on n'envoie pas nous-mêmes nos personnels sur le terrain pour réaliser les programmes. On ne travaille effectivement qu'avec des partenaires locaux qui mènent les projets avec nous, donc des projets qui sont co-construits et on fait un suivi partagé des projets. Et on insiste également sur le fait que ces partenaires locaux obtiennent la participation active des destinataires de l'aide pour construire également ces projets avec eux et être au plus près, on va dire, de la demande. Je pense que lors de la question-réponse, on passera à la question du comment, la localisation, mais moi je voudrais plutôt parler du pourquoi. Et pourquoi est-ce que ce modèle-là, en tout cas le nôtre, je ne sais pas si c'est un exemple, pour tout le monde au sens où je ne sais pas s'il y a un modèle, une recette magique de comment faire la localisation, en tout cas je vais parler que de mon expérience, quels atouts pour nous ça a de fonctionner comme ça, et aussi quels risques on identifie avec cette façon de fonctionner. Au niveau des atouts, je pense que le premier, le plus évident, c'est que ça apporte plus facilement entre les équipes qui interviennent sur le terrain et les destinataires de l'aide. Ça facilite la compréhension, je pense, entre les parties qui interviennent sur le terrain. Au niveau culturel, ça permet d'aborder avec un petit peu plus de sensibilité les contextes locaux. Ça permet une meilleure connaissance du contexte d'intervention, puisque les partenaires avec lesquels nous travaillons vivent dans ces contextes, donc ils les connaissent beaucoup mieux que moi. Et ça permet aussi de pouvoir s'appuyer sur leur expertise et sur leur méthode et la façon dont eux perçoivent le processus de résolution des problèmes, en tout cas, qui ont été identifiés. Nous, on pense également que ça permet une implantation plus douce des projets, en tout cas plus respectueuse des mœurs locales, des langues locales. Ça permet d'éviter d'importer de notre part un interventionnisme qui pourrait être mal perçu et qui ne faciliterait pas l'implantation du programme. Ça favorise également pour nous la compréhension entre les parties, j'entends, entre les personnes qui interviennent en tant que chef de projet et les personnes qui vont bénéficier des externalités du projet. On pense également que ce modèle favorise la participation active des bénéficiaires du programme parce qu'on pense que cette participation est facilitée par le fait qu'il s'adresse à des personnes qui effectivement sont des ONG ou des organisations de la société civile qui sont indépendantes, qui ne sont pas des organisations LIFE, elles sont indépendantes, elles connaissent le contexte, elles sont déjà reconnues. Pour la plupart d'entre elles, elles travaillent déjà dans des contextes d'intervention depuis des années et des années, donc c'est des acteurs identifiés et ça facilite en tout cas les échanges. On pense également que c'est une affaire d'adaptabilité et de pertinence de nos programmes de fonctionner comme ça, au sens où l'expertise dont disposent les partenaires sur le terrain, nos relais, est une expertise spécifique, locale, qui construit des programmes qui épousent mieux les contextes d'intervention et les éventuelles difficultés que nous, on ne saurait pas percevoir
en tout cas de ma position. Donc on met en place bien sûr des boucles de feedback entre les partenaires locaux, entre les bénéficiaires de l'aide et LIFE. J'insiste là-dessus, on co-construit les projets, c'est-à-dire que toutes les parties participent à chaque étape du cycle de projet et ça favorise pour nous l'appropriation des programmes par toutes les parties, encore une fois, y compris les destinataires de l'aide qui sont consultés avant, pendant et après. Effectivement, on parlait aussi du renforcement des capacités. On pense que cette façon de travailler renforce les capacités locales. En tout cas, les partenaires avec qui je travaille me le font savoir et je pense qu'ils m'apprennent à moi aussi beaucoup de choses d'ailleurs. Mais effectivement, par le partage de connaissances, par le partage de ressources, par le partage de valeurs ou de certaines bonnes pratiques de l'humanitaire, entre guillemets, par leur participation active à la prise de décision dans les programmes, on pense qu'effectivement ça favorise le renforcement de leurs capacités. Après, pour parler d'une façon un petit peu plus pratique, on sait qu'il y a des OSC ou des ONG locales qui n'ont pas forcément les capacités en termes de ressources humaines, tout simplement, de pouvoir assurer une bonne gestion financière des programmes ou pour tout un tas d'autres aspects des projets. Et effectivement, on peut les aider avec des propositions ou des outils pour permettre de faciliter ça. Sur un aspect technique, par exemple, sur les projets eau, hygiène et assainissement, on sait aussi qu'il y a des organisations locales qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir leurs propres ingénieurs. Donc ça, c'est des choses que nous, on met à disposition pour elles. Et nos ingénieurs ont également pour fonction de former les membres de ces organisations locales pour qu'ils acquièrent la connaissance et qu'ils ne soient pas dépendants de la connaissance que nous, on voudrait bien ou pas leur offrir. Donc voilà. Évidemment, la question de l'efficience des ressources, c'est un aspect indiscutable sur ce sujet, dans le sens où on peut s'appuyer sur des partenaires qui ont déjà des structures qui permettent d'être plus efficients que de nous importer nos personnels, de développer nos infrastructures et d'une certaine manière de leur faire concurrence. Ça permet aussi d'allouer une plus grande proportion, on va dire, des fonds au projet lui-même. Et d'éviter, en tout cas nous on pense des doublons dans la chaîne d'intervention au sens où on n'envoie pas d'expatriés et on ne développe pas nos propres structures sur place, on leur fait confiance et on pense également que notre façon de travailler encourage par cela l'utilisation des ressources locales, des compétences locales et donc une augmentation, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, des capacités des organisations de la société civile et des communautés à répondre à leurs propres besoins, avec leurs propres ressources. Parmi les atouts, j'en ai déjà cité beaucoup, je ne vais pas tous les citer, mais également la coopération avec les autorités locales, pour nous, elle est facilitée, puisque, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est des partenaires déjà identifiés, qui connaissent parfaitement comment ça se passe dans leur propre contexte. Donc, ce n'est pas à nous de démarcher les autorités locales, mais c'est eux qui travaillent de concert avec elles. Bien sûr, on demande à recevoir des preuves de leur collaboration avec les autorités locales. L'idée n'est pas du tout de passer au-dessus, mais voilà, c'est elles qui en ont la responsabilité et on pense que ça facilite l'obtention d'autorisation ou l'implantation des projets de façon générale. Et puis enfin, je pense que l'atout pour moi principal, ça a été évoqué dans une conférence hier matin, de cette approche, c'est de responsabiliser les organisations locales et surtout de leur montrer de la confiance. Puisque les propos, en tout cas de la conférence d'hier matin, disaient que pour les financeurs européens, il y a plutôt de la méfiance parfois envers les ONG locales. Et je pense que c'est un aspect extrêmement important et qui conditionne énormément la réussite des projets, de mettre alors on va dire les opérateurs de mise en œuvre en confiance et de leur dire non, on vous fait confiance, on vous responsabilise et vous avez à prendre des décisions. Ensuite, nous, on discute avec eux, on peut revenir dessus. Mais en tout cas, voilà. Et ça permet de rompre avec une logique un peu top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, qui est perçue localement, et je le sais pour avoir échangé avec des partenaires locaux, comme frustrante, voire parfois arrogante, comme parfois plus coûteuse et finalement moins efficace parce qu'il y a une moins bonne connaissance du projet. Donc en termes de réussite du projet, en tout cas, on pense que le fait de fonctionner comme ça donne plus de chances de réussite au projet.
Je parle des atouts, je voudrais aborder aussi quand même les risques que nous on a identifiés, en tout cas dans cette approche, ça me semble important. Je ne pourrais pas tous les lister, je vais en présenter juste quelques-uns. Le premier risque, encore une fois le plus évident, c'est le risque d'un manque d'expertise ou d'un manque de capacité des partenaires. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le partenaire a les ressources techniques et les ressources matérielles pour être capable de développer les projets qu'ils vont nous proposer éventuellement. Il faut également s'assurer que les ONG locales qui sont identifiées, en tout cas qui postulent pour avoir des partenariats et développer des projets avec nous, il faut s'assurer que ces ONG aspirent bel et bien à développer leurs capacités propres et à être autonomes dans leur intervention et à ne pas simplement vouloir rester des opérateurs de mise en œuvre, puisqu'il y a effectivement des organisations locales à qui ça convient très bien finalement qu'on puisse leur faire une commande de projet, qu'ils implémentent le projet, qui n'ont pas forcément vocation sinon à se professionnaliser, tout du moins à ensuite pouvoir fonctionner en autonomie. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Et puis, il faut que nous, on veille aussi à apporter notre contribution au design des programmes, puisque là où eux, ils peuvent apporter la connaissance du contexte local et beaucoup de bénéfices, nous, on peut apporter aussi une certaine expérience, on peut apporter, puisqu'on travaille dans plusieurs pays, on a des points de comparaison, on peut apporter notre propre expertise, on peut apporter un point de vue un peu plus distancié. On fait également, on essaye en tout cas de faire également beaucoup de recherches en amont des projets, s'assurer voilà, est-ce qu'un projet similaire a déjà été implanté dans un contexte similaire encore une fois, et voilà, qu'est-ce que nous on pourrait apporter, voilà. Donc on essaie de travailler ensemble là-dessus, mais effectivement ça fait partie des risques. Le deuxième risque, je pense, qui est aussi évident et qui a été souligné, c'est le risque de corruption ou de mauvaise gestion financière de la part des ONG locales. Et donc là, effectivement, on essaye nous d'y répondre par, on va dire, des outils ou des propositions pour améliorer l'efficience dans l'utilisation des ressources, des propositions même éthiques. On essaye de créer une culture de responsabilité vis-à-vis de l'utilisation des fonds, une culture de la transparence également. Et c'est aussi à nous de mettre en place des process de notre côté pour évidemment vérifier chaque dépense, vérifier qu'il n'y a pas de l'argent qui peut disparaître, ce qui existe. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est à nous de le mettre en place. Et on en a d'autant plus conscience que si on ne développe pas des capacités de gestion vertueuses des ressources et si on n'impose pas un cadre strict à l'ensemble de nos partenaires et que effectivement les choses viennent à mal se passer à ce niveau-là, c'est l'ensemble de nos actions, l'ensemble des programmes qui peut être compromis. Et donc effectivement, c'est une culture que, en tout cas, il faut qu'on veille à garder. Le troisième risque, je pense, c'est le risque de dépendance excessive entre les parties. Alors, dépendance de notre point de vue, c'est-à-dire ne pas avoir un seul partenaire dans un pays et ne pas pouvoir développer d'autres regards, ne pas pouvoir être dépendant simplement d'une seule organisation. Donc, notre souhait, c'est de pouvoir travailler avec plusieurs acteurs sur le même territoire, ce qui permet, nous, de limiter notre propre dépendance vis-à-vis d'eux. Et puis dans l'autre sens, je dirais veiller à ce que nos partenaires développent des projets, premièrement, qui soient conformes à leurs capacités, et deuxièmement, à ce qu'ils conservent une disponibilité suffisante pour aussi travailler avec d'autres acteurs que nous, puisque ce ne serait pas souhaitable, ni au niveau projet, ni au niveau général, que ces personnes soient absolument dépendantes de Live pour pouvoir continuer à travailler. Un autre risque identifié, c'est le risque de conflit d'intérêts locaux, d'avoir une mauvaise connaissance des personnes qui travaillent dans cette organisation et du coup d'être extrêmement scrupuleux lorsqu'on décide de travailler ou non avec telle ou telle ONG locale. Et pour ça, effectivement, on met en place des mécanismes de screening, on vérifie la composition des ONG, on vérifie s'il y a des intrications, par exemple des liens avec le politique ou avec des responsables politiques, des choses comme ça, des choses qui évidemment on ne souhaite pas encourager.
Et puis, je dirais que, pour conclure, le dernier risque pour nous, en tout cas pour moi, en tant que coordinateur de projet, c'est d'avoir des difficultés dans le monitoring des activités, c'est-à-dire dans le suivi de projet, puisque, effectivement, j'habite à Vienne, en Autriche, mes partenaires travaillent au Bangladesh, je n'ai pas l'œil sur eux, sur ce qu'ils font, et donc c'est aussi à moi de développer des outils qui permettent un suivi de projet qui soit efficient et dans lequel il y ait le moins possible de zones d'ombre. Ce qu'on fait aussi, c'est régulièrement d'organiser des missions d'audit, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur le terrain pour implanter le projet, par contre on va sur le terrain pour auditer les programmes et on va sur le terrain aussi pour participer parfois à l'identification de programmes qu'on souhaite lancer, peut-être 6 mois après ou 1 an après, pour vérifier effectivement aussi que oui, ce qui figure dans la proposition du partenaire, en tout cas, se retrouve sur le terrain et pouvoir recouper des regards. Et puis effectivement, après, c'est travailler sur les mécanismes de remontée d'informations, de qui on récolte les informations, comment on peut les recouper, comment est-ce qu'on peut vérifier certaines infos, etc. Donc voilà, c'était une longue liste et j'en suis désolé. Pour terminer, en préparant cette conférence, j'ai revu sur YouTube un replay d'une conférence de la Croix-Rouge, d'un séminaire de la Croix-Rouge en 2015 dans lequel Olivier Rey disait que l'objectif de la localisation, c'était que les partenaires ne travaillent pas pour les ONG internationales, mais avec les ONG internationales et que les ONG internationales se mettent à travailler pour les ONG locales. Et c'est, en conclusion, je pense, la manière dont on peut résumer notre vision. Merci beaucoup. Ouais, vas-y. Tu veux les annoncer ? Je vais les annoncer. Alors, puisqu'on est dans le sujet de la localisation, on a pensé que ce serait intéressant de laisser parler les personnes du terrain plutôt que moi. Et donc... je suis venu avec 2 vidéos qui ont été tournées par 2 de mes partenaires sur le terrain. Je leur ai juste donné le titre de la conférence et je leur ai laissé carte blanche, donc je vous laisse découvrir. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec l'anglais, j'ai sous-titré les vidéos, le cas échéant, je pourrais résumer. Merci. Hi, my name is Denishu Marma. I am the Executive Director of Bangladesh Mission Committee, an NGO development organization in Bangladesh. BGS is one of the local implementing partner of Life France, and we are collaborating by implementing different humanitarian and development projects since 2017. Our major partnership focus areas are emergency food aid and food parcel distribution, warm cloth distribution among the children during winter season, hot meal distribution among the street children, children of the Rohingya refugees, and among the children of very poor families in rural areas. We are also implementing vocational skill training for the school dropout youth for job creation and poverty reduction. And a large scale of wash intervention we are doing from the beginning for ensuring safe water and sanitation facilities for the very underprivileged families in rural areas, especially in the area of Matabari sub-district of Kosikula district. In context of localization, Life France is playing very proactive role for BGS in regard to different aspects of localization, in particularly capacity building of the organization, resource mobilization, and ensuring the community engagement at a project level and implementation areas of the different project location of Bangladesh. It is very important to note that BGS as a local partner of Life, they have given us full responsibility and authority to identify the local beneficiaries, implement the project activities and coordination of different project implementation process at the local and implementation field level activities so that the local beneficiaries can get the priority and their needs. At the same time, the full use of local knowledge and expertise to make the project more effective and fruitful. As a result, all the projects we have implemented together have a very successful and the beneficiaries
for us that many occasions the representative and members of the LIFE team have visited to project location before and after the project implementations to see the local context and react and making interaction with the project beneficiaries so that the donors and LIFE representative can understand the local context and the very needs of the beneficiaries, which ultimately make the project more effective and very fruitful for the project beneficiaries to receive their output according to their needs. It is also important LIFE team and others members of the LIFE has very cordial in collaborating our project implementation and making very good coordination process, including doing regular basis market coordination meeting, where we can share our all pro and cons of the project implementation for making better and better achievement and output all the times. We highly appreciate this kind of collaborations that LIFE is maintaining in the process of localization to BGS. And finally, we thank you, LIFE, for their continued support and cooperation for the benefit of the very poor and marginalized community in Bangladesh. In particularly, I am thankful to the LIFE for giving me opportunity to share some of my views regarding the localization in this great event. I wish you all the best and thank you very much. Oui, il y en a une deuxième. Hello, this is Ishak. I work as a project management specialist at Social Aid, a local humanitarian and development organization in Bangladesh. Since the massive influx of Rohingya refugees in 2017, Social Aid, in partnership with international aid agencies, has been providing life-saving assistance to Rohingya refugees and vulnerable host communities in Cox's Bazar. Today, I will briefly speak about localization of aid in the context of responding to Rohingya refugee crisis in Bangladesh. Localization has been one of the main agendas of current reform efforts in humanitarian sector since the Grand Bargain was launched in 2016 in Istanbul. It was a deal between the biggest donors and UN agencies to make humanitarian action as local as possible and as international as necessary. The aim was to provide more support and funding to local and national organizations as they are the first responders to any humanitarian crisis. Also to strengthen the delivery and capacity of local organizations in order to address the needs of the affected population. The Rohingya response is the first major intervention since the humanitarian sector committed to work as local as possible, as international as necessary. In a series of publications, Coast Trust, a national NGO in Bangladesh, proclaimed that most of the international NGOs and UN agencies consider local NGOs in the Rohingya response as mere implementing partners, in contrast to seeing them as decision-making partners in their operation in Cox's Bazar. This means decisions are made at higher levels of international NGOs and then implemented at lower levels in partnership with local or national NGOs. Currently, the majority of funding goes to UN agencies, followed by international NGOs,
and Red Cross. National or local NGOs receive less than 5%. International NGOs have the tendency to think that local NGOs do not have sufficient capacity to handle a humanitarian situation of a large scale. Hence, international responders are dominating the leadership role. So our question is, if staffs of local NGOs are recruited by international organizations and UN agencies operating in the refugee camp, and they say that local NGOs do not have the capacity to deal with the humanitarian situation, is not that contradictory. So we want UN agencies and international NGOs help expand the capacity of local NGOs so that they gradually take over the response in the future when international actors and NGOs' presence will diminish. Merci. Juste vérifier c'est quoi la slide après. Ah non, c'est là. C'est toi. Mais tu avais quelque chose à rajouter. Ouais, mais toi tu veux... Non, mais je ferai après, c'est pas grave. Non, vas-y. Ah oui, ça c'est toi après, MSF. Excusez-nous, hein, la logistique, on n'est pas très au point, mais c'est... on nous a dit qu'on est autonome. Hein. Donc, je voulais revenir donc, sur le cas la plus de mon ONG en particulier, donc une ONG de développement. Notre cause aujourd'hui, donc c'est depuis 40 ans, on est une vieille ONG. On défend la solidarité climatique, c'est-à-dire le fait à la fois de traiter les enjeux climatiques, en particulier ici, et d'agir contre la pauvreté, les inégalités énergétiques. Donc on travaille dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, dans l'habitat, la cuisson, l'accès à l'électricité. Pour les petites entreprises, on travaille beaucoup avec des petites entreprises, des artisans. Et dans notre approche, on parle beaucoup du partenariat, d'une approche territoriale, du renforcement de capacités, etc. On travaille dans une dizaine de pays, à peu près 200 salariés, une cinquantaine en France, mais en France, c'est à la fois le staff, enfin le siège, et puis une équipe qui travaille pour la France. Et à l'international, on a une douzaine d'expatriés et donc 150 à peu près salariés locaux dans les différents pays. Donc, on peut s'interroger finalement, est-ce qu'on fait de la localisation, puisque les personnes qui travaillent sur le terrain, elles connaissent bien, c'est leur pays, elles y vivent. Ces équipes-là qui élaborent les projets, mais on n'est quand même pas tout à fait dans des relations avec, voilà, ces personnes-là, ce n'est pas des partenaires, ce sont des salariés de l'association. Et puis, ils travaillent effectivement avec des organisations locales, organisations d'artisans, petites entreprises, associations, ONG locales, bureaux d'études locaux, etc. Et se pose finalement la question pour nous, c'est comment transformer notre organisation. Donc, à ma droite, la photo est une photo de la signature d'un partenariat au Myanmar pour une action de développement, de distribution de petits matériels de lampes et de foyers améliorés par des groupements de femmes. Donc, un réseau local avec lequel on a signé un partenariat il y a déjà quelques années. Donc, on travaille effectivement avec des partenaires locaux, mais quand même, dans ces réflexions sur la localisation, on se dit, oui, mais on n'est pas dans la situation complètement égalitaire, parce qu'on arrive avec une
certaines stratégies où c'est nous qui avons trouvé les financements. Et après, parce que entre le moment où on a élaboré un projet et le moment où on a un financement, il se passe du temps. Donc, on n'engage pas forcément, surtout si ce sont des nouveaux partenaires, les partenariats maintenant pour quelque chose qui va peut-être démarrer dans 18 mois ou dans 2 ans. Là, il y a quelque chose de gênant au niveau des financements. Donc, comment faire évoluer, comment transformer notre organisation pour être moins dans la maîtrise de toute la chaîne, dans la maîtrise de tous les financements et de toute la visibilité. Et ça doit se faire à différents niveaux. Ça doit se faire au niveau de nos équipes, salariés expatriés, salariés France, mais aussi salariés nationaux dans les pays où on intervient, qui se sentent GRS et on a envie de porter les actions aussi. Donc là, par exemple, cette année, voilà, on a fait un séminaire où on a parlé de ça, à ce sujet-là, toute la journée. Et on a un peu repris des cas qu'on a vécus à différents pays. Et puis, on les a posés sur la table en se disant, mais qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, pourquoi on a fait comme ci, pourquoi on a fait comme ça, comment on pourrait faire autrement. On a aussi porté ça en assemblée générale. Donc, on a, vous savez, une assemblée générale. Disons que nous, on fait une petite conférence avant l'assemblée générale. Là, on avait invité à parler d'autres ONG qui sont dans une démarche plus avancée. Ça aurait pu être LIFE, mais ça en a été une autre. Il y avait URD. Donc, il y a une approche plus théorique sur ce sujet-là. Il y avait une ONG libanaise qui maintenant intervient en France, et un réseau d'ONG en RDC. Donc, des points de vue différents, parce qu'il faut aussi que notre gouvernance intègre cette idée-là, hein, qu'on évolue tous dans ce sens-là. Et puis, il faut aussi qu'on se pose la question de notre propre conseil d'administration, finalement, là où on décide la stratégie. Aujourd'hui, nos membres sont en France, notre conseil d'administration sont des Français. C'est écrit nulle part dans les statuts. Hein. Et je pense que la plupart des associations ne précisent pas que nos membres, ils ont telle ou telle nationalité. Donc, on peut très bien l'ouvrir, mais il n'y a jamais eu de démarche proactive. Donc, comment on peut faire en sorte que dans notre propre gouvernance, on intègre des représentants du Sud? Donc là, on est parti sur l'idée de... déjà, dans les pays où on intervient le plus, il y a déjà un petit peu des dynamiques enclenchées avec des partenaires locaux plus avancés, qu'on s'entoure d'un conseil local, un conseil consultatif, des personnes ressources qui pourraient déjà accompagner notre équipe locale, et puis de ces conseils locaux et faire avancer quelque chose dans la gouvernance formelle de l'association. Donc, c'est pas... Il y a d'autres associations qui sont parties vers des processus de décentralisation avec des conseils plus opérationnels, voire des sortes de filiales locales. Donc, nous, on n'est pas là-dedans. Donc, vous voyez, je voulais insister, hein, pas reprendre, parce que je partage complètement, et moi, j'en rêve de ce qu'il nous dit là. Mais bon, les histoires ne sont pas les mêmes et on fait chacun avec les histoires de nos organisations. Mais montrer qu'il faut travailler aussi sur toute la chaîne. C'est pas, on ne va pas dire ça. Hein. Je ne vais pas dire ça. La prochaine Assemblée générale, bon, ben, c'est fini maintenant. On travaille autrement, ça ne marchera pas. Hein. Donc, il faut aussi donc, travailler à une transformation pour nos organisations pour être dans un travail de dialogue. On va essayer de se remettre... plus en phase, même si on essaye quand même de ne pas être trop néocoloniaux, mais je pense que pour plein de raisons, ne serait-ce que le stress des financements est un élément important dans la position que l'on prend. Hein. Et tu disais, hein, la question de rendre compte, d'être sûr à tout moment. Voilà. Et donc, il faut travailler là-dessus, et y compris avec les bailleurs.
Ok, accrochez-vous. Pardon, je ne vous ai pas dit, mais le schéma à côté, en fait, c'était pour vous dire qu'on avait fait ça en Assemblée Générale. C'était notre réflexion d'Assemblée Générale. Et je te passe. Ok, accrochez-vous un tout petit peu. Je sais qu'on est samedi fin de journée, mais il me reste quelques trucs à dire. Peut-être pour... je ne vais pas présenter MSF, j'espère que vous connaissez notre organisation, mais juste pour vous dire qu'on part d'un point de vue assez différent. Déjà parce qu'on est une organisation énorme de par la taille. Aujourd'hui, MSF dans le monde, c'est 66 000 salariés. Quasiment 2,2 milliards de budget, je crois. Je dis pas que c'est forcément une bonne chose, hein, on a beaucoup de débats en interne sur notre propre croissance, mais voilà, déjà, ça, de notre histoire, le fait qu'on soit un acteur médical d'urgence, donc ça nous amène aussi à travailler dans des contextes où il n'y a pas toujours de partenariat possible, en tout cas pas dans les termes qui vous ont été présentés à l'instant. Mais aussi parce que dans nos principes d'action figure la proximité, c'est-à-dire que nous, on revendique en fait qu'est-ce que c'est ? C'est pas une valeur, c'est pas une capacité, mais en tout cas le fait de pouvoir travailler directement auprès des patients et avec les populations, et donc selon aussi un principe de solidarité internationale. Donc nous, on est assez, je sais pas si on est fiers, mais on est assez satisfait d'avoir 6 000 expatriés qui travaillent aux côtés de 60 000 personnels nationaux. J'ai moi aussi une petite vidéo qui dure que 2 minutes. Accrochez-vous parce que mon collègue Corio, il parle très très vite. Localization of aid is when you benefit from what you have within your community, within your society, and you combine with whatever effort you're exerting towards the community for the bigger service. According to me, the process of shifting power, decision-making, and resource to local actors and communities during the planning, implementation, and evaluation of humanitarian response, it emphasizes the recognition of local knowledge, capacities, and leadership in addressing humanitarian needs and building resilience. We can defer to what ANSAF Lebanon did. They partner with the local NGO called Positive on Glucose to provide a holistic patient approach with the medication that ANSAF is providing. Positive on Glucose are providing peer support, which combines the effort that ANSAF is exerting for the benefit of the patients. Another example is MSF involving Minister of Health and other local actors in responding to crises where sometimes we do capacity building for MOH staff for them to respond. Local communities may lack the necessary resources, skills, and capacity to fully engage in humanitarian response efforts. Insufficient training, limited organizational structure, and lack of access to funding can hinder their ability to actively participate and contribute effectively. International organizations often operate within complex bureaucratic structures and have their own policies and procedures. Navigating this system can be a challenge for local communities, leading to delays, insufficiencies, and frustration. Basically, the main challenge is for us to let go of the steering wheel. We are accustomed of steering the situation, the circumstances based on our emergency background, and usually we fly solo. Voilà. Ok, donc la localisation, selon nous, vous avez pu l'entendre dans les deux témoignages, premièrement, c'est de travailler avec les ministères de la Santé. Donc, sans surprise, ce sont nos premiers partenaires sur le terrain. Aujourd'hui, près de 80% de nos projets sont mis en œuvre en partenariat avec le ministère de la Santé, c'est-à-dire que les équipes sont mixtes. Il y a du personnel recruté par MSF et du personnel fonctionnaire du ministère de la Santé local. Et la direction de la structure reste entre les mains du ministère de la Santé. Autant dire que c'est la norme, 80%, et pour les 20% restants, ce sont des structures donc 100% MSF, gérées, parfois même construites par MSF, quand on est dans une zone où il n'y a pas de ministère de la Santé, typiquement un camp de réfugiés ou un camp de déplacés, ou une zone contrôlée par un groupe armé. Ce qui ne veut pas dire dans ces 20% restants qu'on ne travaille pas en collaboration et en dialogue avec les autorités, ou que l'on fait ce qu'on veut sans les consulter. Je vous assure qu'aujourd'hui, le mythe de l'humanitaire clandestin cow-boy, c'est plus du tout ce qui se passe, c'est-à-dire que nulle part dans le monde est-ce qu'on fait exactement ce qu'on veut. Ensuite, comme l'exemple de Naji vous l'a montré, au Liban par exemple, quand c'est possible et quand c'est pertinent, on travaille aussi en partenariat avec des ONG locales. Mais voilà, l'exemple qui est là, c'est un exemple qui est évidemment vrai et très positif, mais c'est quand même
de loin une très petite minorité des projets dans lesquels on travaille et des pays dans lesquels on travaille qu'on arrive à comme ça créer des partenariats avec des organisations déjà structurées. Parfois, ces partenariats, ils nous sont imposés par les autorités. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit, mais je pense que c'est important de ne pas se voiler la face là-dessus. Donc, dans certains pays, cette dynamique de partenariat ONG internationale et ONG locale, elle est imposée par les autorités à tous les acteurs de l'aide. C'est le cas, par exemple, au Soudan. Ça a été le cas pour nous récemment en Turquie ou au Maroc. Ce qui est une manière, évidemment, pour les États de contrôler l'aide et aussi parfois de siphonner une petite partie des ressources. Et puis, il y a des contextes dans lesquels, tout simplement, les contextes d'urgence notamment, les besoins sont tellement énormes et les capacités locales sont tellement dépassées que ce type de partenariat n'est tout simplement pas possible. Ensuite, il y a une troisième manière dont MSF conçoit la mise en œuvre de la localisation de l'aide, c'est ce qu'on appelle, nous, l'approche des soins centrés sur le patient, ou PPP. Alors chez MSF, on est toujours friand d'acronymes très barbares, mais PPP, en gros, ça veut dire patient, population et partenaire. L'idée derrière, c'est, ça rejoint ce que disait Virgile sur, en gros, la co-création des programmes avec nos patients et avec les populations autour. Et j'insiste sur l'aspect co-création parce qu'en tant qu'organisation médicale, on a aussi une expertise à apporter. Et personnellement, même si tout le monde chez MSF ne sera pas d'accord avec moi, on n'est jamais tous d'accord de toute façon, mais il y a cette idée chez nous qui devient un peu... là aussi un lieu commun, que les patients sont des experts de leur propre santé. Personnellement, oui et non, j'ai envie de dire parfois oui, parfois non, mais dans mon expérience personnelle, c'est pas toujours le cas. Je pense que de toute façon, oui, la dynamique soignant-soigné ou aidant-aidé, elle doit être visitée, ça c'est indéniable. En revanche, les médecins ont quand même une expertise à apporter, quoi. Voilà, pour l'aspect co-création. Juste un mot sur l'enjeu de durabilité, parce qu'on entend aussi fréquemment l'argument que l'aide locale serait plus soutenable. Là encore, au risque de satisfaire à notre réputation, je ne suis pas entièrement d'accord. D'abord parce que je pense que l'aide humanitaire, en tout cas l'aide d'urgence, elle n'a pas pour but d'être soutenable. Par définition, au contraire, elle est censée être temporaire. Et puis, en revanche, évidemment, quand c'est possible, l'objectif, c'est de laisser l'espace pour les communautés locales de s'approprier les activités qu'on met en place, c'est-à-dire l'espace d'en prendre la co-responsabilité ou voire de les remettre en cause et de proposer autre chose à la place. Donc ça, effectivement, il y a cet enjeu-là. Il y a aussi un enjeu dont on a déjà parlé de renforcement des capacités locales. Mais par exemple, pour MSF, il n'y a pas du tout d'enjeu, enfin pas du tout. Là encore, c'est pas vrai, tout le monde n'est pas d'accord, il y a beaucoup de débats actuellement au sein de l'association, mais à la base, on n'est pas là pour renforcer les systèmes de santé. Donc renforcer les capacités locales, oui, indéniablement. Non seulement on le fait de toute façon, mais en plus on en fait un objectif très clair. En revanche, on n'est pas là pour construire un système de santé, et même si on le voulait, je pense qu'on n'arriverait pas, parce qu'on ne saurait pas par où commencer, tout simplement. Ensuite, pour revenir donc sur les difficultés de mise en œuvre, c'est un secret pour personne que MSF se voit comme une organisation d'urgence. Je dis se voit délibérément parce que, en réalité, la frontière entre urgence, post-urgence, dans les crises actuelles, qui sont souvent des crises prolongées, elle n'est pas si claire. Mais c'est vrai que on est face à cette contradiction de se voir toujours comme des urgentistes, alors qu'on a des projets qui durent dans certains pays depuis plus de 10 ans. Je pense au Sud-Soudan notamment, où on a beaucoup de mal en fait à partir ou à fermer un hôpital parce que les besoins sont tellement énormes et la situation n'évolue pas vraiment. Mais voilà, en tout cas, donc on garde quand même une espèce de culture de l'urgence, et même si on n'est plus dans une logique de ce qu'on appelait à l'époque in and out, donc on entre et puis on sort d'un pays, on n'est pas non plus dans une logique, comme je le disais, de renforcement des capacités d'un système. Donc on est sans cesse en train d'essayer de trouver un équilibre entre répondre aux besoins d'aujourd'hui et c'est pas tant qu'on essaye de préparer la réponse aux besoins de demain. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'enjeu pour nous de durabilité ou de pérennité de ce qu'on met en œuvre, parce que très franchement on sait que ce qu'on met en œuvre n'est pas pérenne. C'est-à-dire que le jour où MSF part, malheureusement, les hôpitaux qu'on a construits, le niveau des soins qu'on a mis en place, les protocoles aussi parfois,
tout ça se casse la figure. En revanche, quand je dis qu'on cherche un équilibre, c'est que c'est l'équilibre entre répondre aux besoins d'aujourd'hui, qui est notre mission et notre responsabilité, et par contre, surtout ne pas casser ce qui est en place déjà, et ne pas prendre la place des capacités qui existent localement. C'est-à-dire qu'on est OK avec l'idée que tant qu'on est là, on va améliorer l'état de santé général d'une population ou d'une partie de la population. Mais il faut absolument... Et on est OK avec l'idée que quand on part ce niveau de santé et le niveau de soins qu'on proposait ne sera plus viable en quelque sorte. En revanche, il ne faut surtout pas que quand on part, le niveau général de l'état de santé de la population rebaisse plus bas qu'il n'était avant qu'on arrive. Je ne sais pas si c'est clair, mais ok, j'essaye. Et pour finir... Mais pour moi, c'est pas une petite remarque, c'est qu'une autre difficulté qu'on a, c'est que quand on dit qu'on veut replacer les acteurs locaux au centre du système de l'aide, qu'est-ce que ça veut dire les acteurs locaux ? On a beaucoup parlé là de logique de partenariat, donc il semblerait qu'on parle d'organisations endogènes, c'est-à-dire des organisations qui sont créées ou nées des communautés elles-mêmes. Et on en parle comme si c'était évident que ces organisations-là sont à la fois capables, ça c'est une chose, mais aussi légitimes, ou en tout cas plus légitimes qu'un acteur international comme MSF, pour utiliser à bon escient les ressources qu'on leur allouerait. Or, pour moi, ce présupposé-là, je dis pas que c'est faux, mais je pense qu'il mérite d'être interrogé parce que, d'abord, encore faut-il que de telles organisations existent. Et clairement, nous, dans la plupart des contextes dans lesquels on travaille, il n'y a pas d'organisation structurée. Mais même si elles existent, ou même si on dit ok, les acteurs locaux, c'est pas nécessairement des organisations structurées, ça peut être la population en général, les destinataires de l'aide en général, même si là encore pour moi ce sont des catégories qui sont pas bien identifiées. Même si on part de ce principe-là, encore une fois, on parle de la communauté, mais la communauté, ça veut rien dire. Les communautés, elles sont pas homogènes, elles sont au contraire très hétéroclites, plurielles, et tout le monde n'a pas les mêmes besoins. En tout cas, je parle pour ce que je connais, mais pour les besoins de santé, vous n'allez pas avoir une communauté ou ce qu'on appelle les populations cibles. En réalité, vous allez avoir plein de petits besoins selon la crise. Les enfants seront plus touchés, ou les femmes. Donc, c'est très difficile en fait de réfléchir. C'est pas difficile de réfléchir, c'est nécessaire de réfléchir à ce qu'il y a derrière ceux qu'on identifie comme étant les acteurs locaux, parce que différents groupes au sein d'une même communauté, avec des intérêts divergents, peuvent revendiquer leur proximité avec une crise et donc leur légitimité à y répondre. Voilà, en fait, je vais m'arrêter là, comme ça, pour laisser quand même un petit peu de temps pour les questions. S'il y a des questions. Je rebondirai sur ce que vient de dire sur, effectivement, quand on parle de partenaires locaux, on peut s'interroger sur qui, par exemple, nous, ça sera des organisations professionnelles ou des privées ou associatives. C'est pas, quand on parle de partenaire, c'est pas souvent que c'est la personne, la communauté dans des individus qui peuvent avoir effectivement des intérêts très, très divergents. C'est le fait qu'il y a une organisation qui est dans son pays et qui légitimement est normalement, peut être notre homologue, en fait, je parlerais d'homologue quasi professionnel et qui porte les mêmes valeurs que nous. Bonjour. Du coup, je me permets de rebondir également sur ce que disait Maëlle. Petite question, est-ce que chez MSF, vous utilisez les outils de screening pour vos partenaires locaux, justement? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment développé au sein de votre organisation? À quoi tu fais référence par outil de screening? Tu sais, il y a des entités ou plutôt des entreprises qui vont être spécialisées, on va dire, sur les enquêtes de moralité, sur la financière, pour éviter les radicalisations au sein des conseils d'administration, les détournements de fonds ou soupçons dans les partenaires locaux, surtout dans les pays sensibles. Je pense notamment à la zone Sahel,
etc. Donc, est-ce que ça existe chez vous ou pas du tout? Ouais, ça existe, mais j'ai envie de dire dans certains pays et pas dans d'autres. C'est-à-dire qu'on est très... on manque de constance et de cohérence dans la manière dont on fait les choses. Je vais parler de j'ai donné un exemple que moi j'ai connu quand j'étais au Soudan, par exemple. Donc là-bas, c'était obligatoire de travailler en partenariat avec une ONG locale, et non seulement le principe de ce partenariat n'était pas un choix, mais le choix de l'ONG non plus n'était pas un choix. Donc dans ces cas-là, peu importe le screening, et en fait on savait très bien, parce que au Soudan l'aide est très contrôlée par une autorité assez infiltrée, donc très liée au gouvernement, et on savait aussi très bien que c'était le cas de cette ONG locale. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que des fois, lorsque les partenariats sont obligatoires, c'est simplement une manière, légitime ou non, moi j'ai pas vraiment d'avis sur la question, je trouve que dans les pays dans lesquels on travaille, que le gouvernement veuille contrôler nos activités, j'ai pas foncièrement de problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sous le vocable de partenariat, en réalité, en tout cas ça n'a pas de sens pour l'agenda de localisation de l'aide. Voilà ce que je peux en dire. Et une autre chose, c'est qu'en fait, encore une fois, sur cet exemple-là, ok, on avait un partenariat, mais s'il s'agit juste de cocher la case on travaille en partenariat, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que cette ONG-là, on les voyait une fois tous les 2 mois, ils étaient associés à une toute petite part de nos activités, donc c'est pas là-bas que j'ai trouvé qu'on faisait le meilleur transfert de compétences du tout. Oui, après j'imagine que ça pose toutes les questions de qu'est-ce qu'on entend par co-construction des projets ou d'un partenariat. Est-ce que c'est que financier, mécénat de compétences, ce genre de choses? Oui, exactement. Et bon, c'est pas qu'on tourne en rond, mais cette idée de co-construction, elle est... donc ça, Virgile l'a mentionné, elle est présente à tous les stades, donc dans l'élaboration du projet, dans la mise en œuvre des activités, et après aussi dans le monitoring. Mais en effet, pour moi, c'est pas spécifiquement un enjeu financier. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de... C'est pour ça que peut-être je vais revenir sur l'exemple de l'Ukraine, parce que je pense qu'il est réellement intéressant, parce que là-bas, c'est un contexte où l'aide aurait... Enfin, c'est pas qu'elle aurait dû être plus locale, c'est qu'elle était locale. Et que, pour le coup... même nous, c'est un peu arrogant de dire ça, mais même nous qui sommes sur une activité quand même, une expertise technique et médicale assez poussée, on galère à trouver notre place en fait. MSF là-bas. Alors on était présent avant l'invasion russe, donc on avait déjà des activités sur les maladies chroniques, etc. On a fait un peu de formation sur la chirurgie de guerre, typiquement, mais c'est quand même assez compliqué pour nous de trouver notre place par rapport à tous ces acteurs de la société civile qui existent déjà et qui font du super boulot, quoi. Juste sur les chiffres, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pourquoi est-ce que faire du financement direct des acteurs locaux, l'étalon des efforts de localisation est à mon sens non seulement réducteur mais complètement trompeur, c'est qu'en fait, d'abord la plupart des agences de l'ONU et certaines ONG internationales en fait ne divulguent pas quelle part de leur budget est allouée à des partenaires locaux. Ensuite, même quand ces données-là elles sont disponibles, on a encore beaucoup de mal à valoriser ou à savoir quoi faire des ressources qui sont transférées sous forme de donations en nature. C'est-à-dire que c'est pas juste du financement en argent, il y a aussi énormément de donations en nature, donc ça c'est pas pris en compte. Et puis la dernière chose qui est pour moi la plus importante, c'est que au-delà de la question des financements directs, en fait, quand je dis qu'aujourd'hui, en 2022, on était environ à 4%, en fait, ça ne nous dit rien de ce qu'on transfère en termes de pouvoir de prise de décision. Donc on en revient en fait à cette même question du début, qui est de dire mais quel est le but de l'agenda de localisation et en quoi est-ce que finalement les chiffres, que ce soit les transferts de ressources ou même le nombre de partenariats, le type de partenariats qui sont mis en place, en quoi est-ce que ça nous éclaire vraiment sur un rééquilibrage des pouvoirs. Pardon, j'étais un peu longue, hein. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment intéressante. J'ai beaucoup apprécié les témoignages des locaux, la place que vous l'avez apportée dans vos interventions. Je suis un petit peu étonnée sur les enjeux. Vous avez parlé de double enjeu de la localisation au départ, l'efficacité et le partage des pouvoirs.
Moi, j'en vois un troisième qui est assez grand, qui est la réduction de l'empreinte environnementale. Et je suis vraiment étonnée du coup que vous l'avez pas qu'il n'ait pas du tout été évoqué. Voilà, est-ce que ça a été volontaire parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps et qu'il fallait trancher, ou est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que vous ne considérez pas comme un enjeu pour la localisation? Merci. Alors, effectivement, nous, on a vu se rejoindre les deux préoccupations. Alors, c'est vrai que moi, je suis repartie de l'étude de coordination sud de 2019, et je pense que 2019, on a l'impression que c'est hier, mais en fait, dans cette préoccupation environnementale, c'est déjà presque un peu loin. Effectivement, c'est pas abordé, mais en plus, nous, dans notre association, on travaille sur les questions climatiques, on fait des bilans carbone, on a des gens qui rechignent à prendre, moi la première, à prendre maintenant l'avion. On a bien vu que le Covid est passé par là aussi, qu'on pouvait travailler différemment et en réduisant nos émissions, nos transports et donc nos émissions. Donc, effectivement, c'est des préoccupations qui se rejoignent complètement. C'est vrai que vous avez bien fait de le rappeler. Et ça fait débat dans les associations. Enfin, ça fait débat surtout quand des gens sont rentrés travailler dans la solidarité internationale avec l'idée qu'ils voyageraient et qui se retrouvent finalement dans un bureau à Vienne, à Lyon, à Paris ou à Aubagne, à faire à distance et à réduire l'émission sur le terrain. Se rajoutent à ça aussi les questions de sécurité dans les pays où on intervient. Donc, oui, c'est bien pour ça que je posais la question, vu que la journée d'aujourd'hui, c'est la journée grand public et que c'est potentiellement des étudiants qui se destinent à travailler dans la localité. Voilà. Alors, c'est une super question. Moi, j'ai envie de prendre le parti inverse. En fait, oui, il y a un enjeu de réduction. Oui, il y a un enjeu de réduction de notre empreinte environnementale, et oui, MSF commence. Ça fait quelques années, mais ça met du temps à bouger cet énorme monstre que nous sommes. Donc, en tout cas, on commence à s'en préoccuper. Là où je rejoins, l'idée de réduction de l'empreinte environnementale rejoint aussi l'idée de localisation, c'est que, par exemple, on a vu à la faveur du Covid renaître cette préoccupation autour de la localisation, pas seulement justement à cause d'une préoccupation environnementale, mais essentiellement parce que les frontières étant fermées, on ne pouvait plus travailler. Donc votre question me fait penser à ça. Donc il y a aussi cette idée, c'est pas juste de l'efficacité pour enlever les intermédiaires. En réalité, dans un contexte comme le Covid, c'était une question de survie, quoi, parce qu'on ne pouvait plus bouger ni les personnes ni les matériels. En revanche, là où je suis pas d'accord, c'est que là où pour moi la question de la localisation ne rejoint pas nécessairement l'enjeu de réduction de notre empreinte environnementale, c'est qu'en réalité, c'est pas le bilan carbone de nos expatriés qui pèse lourd du tout. C'est le bilan carbone du transport, du matériel et des médicaments. Donc l'enjeu, il est pour nous, en tout cas, ce sur quoi on travaille, et là-dessus la section suisse d'MSF est plus en avance que les autres, c'est la décarbonisation via des modes de transport différents, mais c'est certainement pas de réduire le personnel international. Et pour l'urgence, effectivement, pour le développement, je pense que c'est inverse. Mais c'est vrai qu'en fait, sur ces questions environnementales, en faisant notre bilan carbone, on a fait celui du siège, y compris avec les déplacements internationaux, et puis on a fait celui de notre équipe Mali, qui est une de nos plus grosses équipes. Et en fait, il y en avait des grosses émissions en fait sur le Mali parce que on est en véhicule, en voiture, qui se déplace beaucoup souvent. On en parle moins, mais en fait, voilà. Donc la localisation ne résoudra pas complètement le problème. Il y a aussi des problèmes de mobilité dans les pays en question. Enfin, bon, leurs émissions sont... Bonjour. Moi, c'est Cyril. Je vous remercie pour votre brillante présentation. Je reviens sur la question de partenariat. Je voudrais savoir juste une question de compréhension.
en ce qui concerne les partenariats avec les ONG, est-ce que vous intégrez aussi les partenariats avec des institutions universitaires? Et si oui, quel type de contrat vous proposez dans ce cadre de partenariat? Tu veux le dire? Tu veux dire que tu fais pas? Ouais. Non, honnêtement, je vais juste dire que je sais pas. Parce que, en tout cas, de mon expérience personnelle, enfin professionnelle, ça nous est jamais arrivé encore. Donc, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à faire, au moins pour amener davantage d'expertise, même sur des sujets très techniques sur lesquels on n'a pas forcément une connaissance très fine, parfois. Si c'est ce genre de partenariat, en tout cas, auquel vous faisiez référence. Mais moi, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Donc, je saurais pas du tout répondre à la question. Ouais, c'est une super question. Moi, je sais, mais la réponse, c'est on essaye. On n'est pas très avancé. On essaye actuellement de développer un partenariat avec une université à Dakar, par exemple. Le problème auquel on fait face, très honnêtement, c'est que, donc, je disais en introduction, moi je fais partie d'une petite unité de réflexion critique qui s'appelle en fait unité de recherche, mais on fait pas de la recherche, on fait de l'analyse, quoi. On est 4,5 sur un siège de 300 et on dirait qu'on est les seuls à produire de l'analyse. C'est dire d'où on part en termes de dichotomie dans le secteur entre ce qui est considéré comme étant le cœur de notre métier et à juste titre les opérations et la nécessité de passer plus de temps, même si ça peut paraître être un luxe, mais sur l'analyse et la réflexion. Donc voilà, notre petite unité, on essaye de développer, on a des partenariats plus... pour le coup, ici à Genève, avec des institutions académiques diverses, mais on essaye de développer ça sur le terrain et c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en fait, on n'a pas d'équivalent de nous sur les terrains, si vous voulez. Donc les personnels des terrains, ils sont que opérationnels, que médicaux, logistiques, et donc on a un peu du mal à les convaincre de la nécessité de dégager un peu de temps pour ça. Alors nous, on a des partenariats avec des institutions académiques, mais plutôt des partenariats très techniques. Je pense par exemple à des universités ou des écoles d'architecture pour les questions d'énergie dans l'habitat. C'est le cas au Tadjikistan, ça a été le cas au Maroc, ou avec des institutions de l'agronomie, mais pas avec... Enfin, peut-être qu'on pourra en chercher quelque part dans une de nos activités, mais pas quelque chose de marquant, disons, d'une recherche plus académique, du point de vue social, par exemple, sur ce que l'on fait, les impacts, les résultats, etc. Bonjour. Merci déjà pour votre intervention qui est très intéressante. Juste, je voulais rebondir. Ça va être une question un peu utopiste, mais je voulais juste savoir, parce que vous êtes dans un mode réflexif face à MSF, savoir si vous avez déjà réfléchi ou pensé ou voire envisagé un partenariat avec des assos de développement. Comme vous dites que quand vous partez, vous voyez vraiment votre système s'effondrer, et alors que vous avez fait un travail de fou, j'imagine, voilà, pour arriver dans l'urgence. Et c'est sûrement arrivé dans vos réflexions, mais voilà, je voulais avoir un petit peu vos réflexions et voir si c'était vraiment utopiste d'envisager, pourquoi pas une association avec une asso de développement pour les reprendre après. Non. Enfin, si ça l'est, il faut être utopiste. Moi, je suis tout pour. Après, c'est la vieille question de la frontière ou du continuum entre urgence et développement. Et je suis persuadée qu'on sort honnêtement d'une vision très fermée ou très caricaturale de ceux qui constituent de l'urgence et ceux qui constituent du développement. Donc, il y a de l'espoir parce qu'on sort de ça, et donc je pense qu'on est de plus en plus mûr pour envisager des partenariats. Après, pour l'instant, la forme qu'ils prennent, c'est plutôt au moment de la fermeture. C'est-à-dire que quand on ferme notre projet, on ferme pas la structure, on ferme notre projet, quel qu'il soit, on essaye de faire une passation
à des ONG plus de développement justement, qui ont d'autres capacités que les nôtres et qui vont du coup designer, désolé pour l'anglicisme, mais refaire complètement le programme. On ne trouve pas toujours, c'est compliqué en fait, parce que le timing de fermeture de nos projets, il est dépendant de plein de choses. Ça peut être, bon, c'est sûr que si c'est l'insécurité, aucune ONG de développement va venir reprendre le projet. Si c'est des contraintes budgétaires internes, on a aussi très peu de temps pour trouver une ONG. Donc voilà, on essaye, mais c'est plus le timing et l'enchaînement des deux qui est vraiment, vraiment, vraiment compliqué, quoi. Et de toute façon, comment dire, on a les qualités de nos défauts, c'est-à-dire qu'on est une organisation qui est assez riche par rapport à la plupart des ONG de développement, ce qui fait que quand on arrive, on met des standards de soins, de qualité, des niveaux aussi de salaire pour le personnel local qui sont assez élevés. Et en fait, tout ça fait que c'est très difficile pour les ONG qui arrivent derrière et qui sont là pour du long terme de reprendre... Donc même quand elles arrivent, même quand on arrive dans le timing à faire cette passation, elles arrivent, elles reprennent un tiers du staff, elles réduisent. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Merci. J'ai pas une question, mais deux questions. Vous me direz si vous avez le temps de répondre à tout. Merci beaucoup pour la présentation. Ma première question, c'est par rapport à vous, par rapport à LIFE, aux modalités opérationnelles que vous avez décrites. Donc, vous travaillez depuis Vienne. C'est par rapport à toutes les questions de redevabilité. Donc, vous disiez tout à l'heure que par rapport à toutes les questions de redevabilité financière, vous faites des audits de terrain. Donc, quelque part, bon, la question répondue. Mais j'aurais bien aimé que vous développiez par rapport à tout ce qui est redevabilité par rapport aux communautés affectées. On sait que maintenant, donc je ne veux surtout pas jeter la pierre sur qui que ce soit, on est tous exposés aux questions dans le secteur de l'aide qui ont trait à tout ce qui est harcèlement, etc. C'est une réalité malheureusement, donc je voulais savoir comment vous organisez par rapport à ça. Et d'autant plus que parfois sur le terrain, on peut se rendre compte que pour certains membres des communautés, c'est vrai que la communauté c'est un peu vague comme catégorie, c'est pas toujours bien clair à qui s'adresser en termes de plaintes, etc. Et c'est une analyse qui est en soi une expertise technique. C'est pas forcément, c'est pas parce qu'on s'adresse à une ONG dite locale qu'elle sera automatiquement traitée de manière satisfaisante les plaintes qui pourront lui arriver. Et deuxième question, c'est plutôt une remarque générale qu'autre chose. Vous disiez tout à l'heure que la localisation telle qu'elle a été, c'était en introduction, telle qu'elle a été formulée lors du Grand Bargain, elle problématisait l'aide de manière, on va dire, horizontale, soit en termes d'appropriation ou de décolonisation. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une logique de sous-traitance maintenant. Soit sous-traitance du risque financier de la part des bailleurs de fonds, avec notamment des logiques de consortium qui n'ont pas grand sens programmatique, il faut bien le dire, mais ça permet de sous-traiter le risque financier à certaines grandes ONG internationales. Et d'autre part, pour les ONG internationales, de sous-traitance du risque sécuritaire. C'est bien pratique aussi d'envoyer dans la pampa des collègues d'ONG nationales sur le terrain. Donc, en gros, la question est la suivante. Est-ce que dans la mise en œuvre pratique de cette ambition de localisation, il n'y a pas quelque chose de contradictoire par rapport à tel que ça s'est posé originellement? Voilà. Pardon. Moi, je vais répondre à la première question. Peut-être que tu voudras répondre à la deuxième. Par rapport à la redevabilité, alors je ne sais pas s'il fallait que je développe, parce que ça a été mentionné, la question financière, comment on vérifie ça. Je peux peut-être le faire rapidement. C'est que nous, on a des procédures dans lesquelles on demande des documents précis à nos partenaires et qui doivent
nous permettre ensuite d'analyser, d'étudier ces documents, de les même double-checker, puisque moi je les regarde une première fois, puis notre pôle finance les regarde une deuxième fois. Et en cas de doute, de zone d'ombre ou quoi que ce soit, il y a une navette qui est faite de retour en direction du partenaire pour lui demander des éclaircissements éventuellement sur certains documents manquants, sur certaines preuves de paiement, des choses comme ça. Et de toute façon, tant que ces choses-là ne sont pas résolues, les activités avec ce partenaire sont suspendues. Donc dans le cas où on ne soit pas satisfait, en tout cas du retour, en tout cas en termes de preuves de dépenses, etc., de la part des partenaires, nous, notre cadre, il est strict, il est clair et ils le connaissent. Je pense qu'il peut toujours être amélioré, effectivement. Ça fait partie des défis, on va dire, que pose le fait de passer par des partenaires locaux. Mais en tout cas, il faut qu'on ait une rigueur par rapport à ça. Deuxièmement, je pense que la question, alors juste pour vérifier que j'ai bien compris, c'était par rapport à comment est-ce que nous, on récupère le feedback des communautés ou des personnes qui ont reçu le projet en tout cas ou l'aide. Ça c'est une excellente question aussi et honnêtement encore une fois tout l'exposé que j'ai fait, voilà, ça c'est le plan stratégique qu'on s'est donné et je pense qu'il est absolument toujours perfectible, au contraire. En réalité, les personnes qui ont accès au terrain et qui ont accès à cette communauté facilement, effectivement, ce sont nos partenaires locaux. Si moi je viens au Bangladesh, je ne serai pas incognito, je pense, pour m'adresser aux communautés, et il y a peu de chances que je puisse pouvoir récolter peut-être des informations. La direction que nous on voudrait prendre, en tout cas, ce serait de pouvoir double-checker, on va dire, les audits sur les projets en passant par un ou plusieurs autres acteurs qui pourraient, on va dire, pas se substituer aux partenaires, mais je veux dire accompagner, doubler les procédures de contrôle et de vérification de ce qui se passe après les projets et ainsi de pouvoir récolter les feedbacks. Alors moi j'ai confiance en l'intégrité de nos partenaires pour me faire remonter toutes les informations qu'on a besoin de recevoir. Mais il ne faut pas non plus qu'on laisse possibilité qu'il y ait des zones d'ombre et qu'il y ait de la dissimulation d'informations, ce genre de choses. Mais effectivement, c'est une très bonne question et ça fait partie des problématiques auxquelles on souhaite répondre et de plus en plus. Ah ouais. N'hésitez pas à partir. Non, moi ça va, j'ai le temps. C'est une question qui est très intéressante et qui est pas facile. Bon, là encore, j'ai oublié d'ailleurs de faire le disclaimer, c'est que je parle en mon nom et pas au nom de mon organisation, mais bon, pas grave. Non, si je résume juste, je reprends ta question. Donc tu parlais de la sous-traitance du risque financier et du risque sécuritaire. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que dans les faits, c'est ce qui se passe. Après, pour être clair, c'est quelque chose qu'MSF fait aussi, hein, parce que dans certains contextes, on n'appelle pas ça de la localisation de l'aide, mais en fait, on a recours à des réseaux de volontaires qui existent déjà, c'est pas nous qui les créons, mais qui existent et qu'on envoie dans des zones dans lesquelles nous on va pas parce que le risque est trop élevé. Donc bon, tout ça pour dire que cette sous-traitance-là, notamment du risque sécuritaire, elle existe aussi dans d'autres contextes hors localisation. Mais quand tu parles tu demandes s'il n'existerait pas finalement une contradiction entre les ambitions originelles de la localisation et sa mise en œuvre. Encore faudrait-il qu'on soit sûr des ambitions originelles des États bailleurs. Et moi, si j'étais un peu cynique ou en tout cas réaliste plus, je te répondrais que derrière les objectifs très louables de la localisation, je pense qu'il y en a des moins louables. Je ne sais pas si tu es familier avec l'idée du consensus de post-Washington. Bon, je ne vais pas résumer là parce que même moi je ne suis pas du tout experte de ce truc-là, mais en gros, c'est l'idée qu'on est quand même globalement sur un retour ou une réaffirmation de la souveraineté des États, que ce soit sur le plan des politiques économiques, mais aussi sur le plan de comment est-ce qu'on conçoit l'aide internationale, quelles sont les contreparties, etc. Et que donc derrière la localisation peut aussi servir de paravent à un espèce de désengagement des États bailleurs là, qui les arrange bien, qui est de dire en gros on vous donne l'argent et vous vous débrouillez. Est-ce que c'est ce qui se passe dans les faits? J'en sais rien, parce qu'en plus on est encore que à 4% de financement direct, mais en tout cas il y a certainement des bailleurs que ça dérangerait pas.
À l'inverse, j'ai envie de dire, ça arrange aussi bien les États destinataires de l'aide, puisque, comme je le disais plus tôt, il y a aussi pour eux un enjeu de reprendre le contrôle sur l'aide, que ce soit via des ONG structurées ou pas. Juste pour élargir un peu ta question, c'est une idée que je voulais peut-être aborder, mais j'ai pas la réponse. donc finalement, j'ai décidé que non, mais je vous la soumets quand même. C'est de savoir en fait comment est-ce qu'on replace l'agenda de la localisation dans le contexte finalement de la dilution de l'action humanitaire dans des agendas politiques et sécuritaires. Et ça, en tout cas, ça c'est pas une question, c'est une tendance qu'on observe et en tout cas sur laquelle nous, MSF, on prend des positions très très critiques, à savoir tout ce qui est triple nexus, cette espèce de façon qu'on a maintenant de replacer les objectifs de stabilisation et de renforcement des États sous le parapluie de l'action humanitaire. Et à la fin, on se retrouve avec un truc qui n'a plus de début ni de fin. Et tout est humanitaire aujourd'hui. Et en fait, l'action humanitaire est devenue un espèce d'alibi à un agenda politique et sécuritaire. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que l'agenda de la localisation de l'aide vient foutre là-dedans, et au fond, est-ce qu'à Istanbul, on n'a pas, quand on voit avec quelle facilité les États bailleurs peuvent suspendre l'aide qui est accordée aux pays ou aux territoires dont ils n'apprécient pas les régimes. On a plein d'exemples en ce moment, c'était le cas au Sahel, c'est le cas en Éthiopie, maintenant en Israël ou en Palestine. Finalement, est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter que le financement direct des acteurs locaux contribue encore davantage à renforcer l'utilisation de l'aide humanitaire comme un outil politique? C'est une question. L'instrumentalisation de l'aide est du point de vue politique, est un sujet qui comporte de plus en plus, et c'est actuellement un des nouveaux axes de plaidoyer des ONG françaises au travers de Coordination Sud. C'est-à-dire qu'on le voit effectivement avec les décisions qui ont été prises et vis-à-vis du Sahel, dans une opacité de la prise de décision, une opacité même dans des délais, des choses qui sont dites à un moment et puis qui se concrétisent plus ou moins 3 mois après, 4 mois après, dans des cabinets gouvernementaux. Qui concerne des ONG françaises, mais qui concerne aussi des ONG locales. C'est-à-dire que la localisation ne protège pas les organisations locales de décisions opaques, et ils ont encore moins de prise dessus, quoi. Donc, c'est... Je ne crois pas que d'ailleurs que ce soit un concept, la localisation, qui a été vraiment défini quelque part. On essaye de comprendre ce que les uns et les autres mettent derrière. On y met les uns et les autres, même nous d'ailleurs, on y met des choses différentes parce qu'on est des structures différentes avec des façons de faire et des histoires différentes. Mais je pense qu'il y a quand même la volonté globalement de rééquilibrer les relations avec des organisations... je ne parle pas trop du sud global, enfin des autres pays. En plus, nous, on travaille au Tadjikistan, c'est pas très au sud quand même. Donc, voilà, des pays émergents ou pauvres avec lesquels on travaille. Et dans une perspective à la fois de solidarité et puis de société civile en société civile. En fait, derrière ce mot de localisation, on peut des fois oublier ça, faire quelque chose, chacun fait son truc dans son coin, alors les Maliens vont s'occuper du Mali, les Burkinabés du Burkina, et puis les Français de la Corrèze, et puis et donc, vous savez, même si vous êtes jeune, entendu parler de la Corrèze et du Zambèze, hein, voilà. Donc, moi, dans cette question de localisation, il y a ça aussi qui m'embête, quoi. C'est qu'on oublie la question de la solidarité. Et je pense que même quand on est chez MSF, où il y a, il y a l'efficacité dans le soin qu'on apporte aux gens, mais il y a quand même, quand les gens sont donateurs,
valider. Je pense que l'autre, même s'il est à 10 000 km, il est comme moi, il a le même souci que moi et qu'on peut échanger, on peut parler de ce que font les gosses, je sais pas moi, quand ils mettent des dents ou quand ils commencent à aller au collège. Donc, et puis plein d'autres choses comme ça. Moi, finalement, enfin, c'est ce que je voudrais toujours garder. Je déteste quand on veut travailler tous chacun sur son territoire. Donc, tu veux... J'ai pas de mot de la fin. Non, mais en gros, pour reprendre ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est que si la localisation de l'aide aboutit à une logique du chacun chez soi, je pense que c'est pas la peine. Enfin, ça va à l'encontre même de l'idée de solidarité internationale. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste qu'à vous remercier, à remercier mes co-panélistes, n'est-ce pas? Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour les questions, elles étaient très intéressantes.